Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Alain Huot. Salut Alain. Salut Aude, eh ben, merci pour l'invitation. Ça a été spontané que je l'ai accepté. Voilà, c'est un grand plaisir de pouvoir être à tes côtés, comme je l'ai été souvent, et de pouvoir partager une de mes grandes passions, hein, une de mes grandes voies de spécialisation de la naturopathie. C'est ça aussi la naturopathie, c'est un cursus généraliste dans la médecine de terrain, dans l'approche de santé globale, préventive. Et après, on choisit des voies de spécialisation. Donc, moi, j'en ai choisi deux, l'aromathérapie Ouais. et le jeûne. Le jeûne, parce que j'ai commencé à pratiquer le jeûne dès que je suis sorti du Sénato en 1992, donc ça commence à faire quelques années maintenant. Et j'ai trouvé ça tellement génial que ben, j'ai pratiqué gagné dans l'année jusqu'à devenir un niveau d'expertise qui m'a permis de pouvoir prendre en charge des groupes. Et on fait ça depuis, avec mon épouse depuis 20 ans maintenant. Ouais, c'est extraordinaire, tu as un parcours incroyable. Et je voulais quand même souligner le fait que Alain, effectivement, comme tu l'as dit, tu fais partie des premières promos du Sénato. Donc, tu es quand même un témoin de l'histoire de cette école, tu es formateur au Sénato. Et surtout, je voudrais souligner le fait que tu as été pendant plusieurs années responsable du Sénato Toulouse et que tu as été l'un des principaux inspirateurs des antennes du Sénato, puisque Absolument. le Sénato était historiquement à Paris et qu'on l'a ouvert suite à un rendez-vous qu'on avait eu avec Sylvie, ton épouse, à Paris, dont je me souviens très très bien. Donc c'est une occasion pour moi ce soir aussi de te remercier pour ça, pour ta fidélité au Sénato et pour tout ce que tu nous as apporté, qui nous a permis aussi de grandir. Et tu es toujours là avec nous et pour moi c'est très précieux et pour les stagiaires aussi. Voilà, donc merci pour ça. Ben, merci, ça me touche beaucoup, Aude. Et je voulais reprendre rapidement quand même avec toi ton parcours, parce que bah, en fait, tu n'as pas fait que ça, de la naturopathie. Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots bah, quel a été ton parcours, comment t'es venu à la naturopathie, et comment ensuite, euh, voilà, t'es venu la passion du jeûne? C'est vrai, c'est intéressant parce qu'au départ, je me destinais pas à être naturopathe. Il se trouve que dans notre environnement familial, il y avait un certain Daniel Kieffer qui était présent, que mes parents connaissaient, suivi ses enseignements spirituels, et que la vie a fait que, à l'âge de 26, 27 ans, j'ai eu quelques problèmes de santé, pas graves, mais fonctionnels, ce que je comprends bien maintenant aujourd'hui, en étant de l'autre côté de la barrière. Je me suis retrouvé un petit peu dans une voie sans issue. La médecine conventionnelle ne savait pas trop ce que j'avais, ça rentrait pas dans les cases des diagnostics. Et mes parents m'ont dit, mais ce serait peut-être l'occasion de consulter Daniel Kieffer. Donc je l'ai consulté et ça a été une révélation pour moi. Donc là, j'avais 26 ans exactement. J'ai vu qu'on prenait du temps, qu'il y avait des questions qui permettaient de comprendre l'origine des problèmes d'un point de vue historique familial, d'un point de vue historique personnel, d'un point de vue de la psychologie, etc. Et de là, je suis reparti avec des clés pratico-pratiques qui m'ont réorienté sur la voie de la santé, que j'avais un petit peu quitté transitoirement, ayant négligé un petit peu mon hygiène de vie, hein. Et bah, ça m'a orienté vers l'acupuncture, une certaine Marguerite aussi, que j'ai connue en tant que patient à l'âge de 26 ans, etc., etc. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est tellement génial. Donc j'ai retrouvé la santé, la pleine santé, un cadre de vie que j'épouse, j'allais dire, au quotidien, autant que faire se peut, depuis maintenant une quarantaine d'années. Et surtout, je me suis dit, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'être autonome. Donc, c'est la voie de l'autonomie qui m'a tiré vers la formation. C'était même pas le Sénato. Daniel n'avait pas encore créé le Sénato en 88. Il a créé en 90, mais il était déjà directeur d'une chaire de naturopathie dans une école de la faculté de médecine naturelle. J'ai suivi les enseignements et au départ, c'était simplement pour satisfaire à la fois ma curiosité, parce que je trouvais ça très intéressant, très nourrissant, mais aussi pour aller vers une clé d'autonomie en me disant, au moins, si demain j'ai un autre problème, eh bien, je pourrais savoir ce qu'il faut faire, prévenir. Et puis, ça s'est terminé en 92. En 92, j'avais un métier classique, hein. J'étais ingénieur commercial dans une multinationale. Je gagnais bien ma vie, mais j'étais pas nourri intérieurement. Et j'ai commencé à trouver un peu le contraste délicat. Donc, j'ai commencé à lancer des consultations le samedi matin, puis ensuite le samedi complet, puis le soir, etc. Et j'ai fait la bascule. Un jour, je me suis dit, je peux pas faire les deux, le métier du businessman et un numéro dans une multinationale, et l'autre côté qui me nourrit, qui m'apporte. Et dans les débuts des années 2000, j'ai tout lâché l'entreprise pour vivre que de mon art. Et donc, bah, mon art, je l'ai développé justement
autour, comme tu le disais, de la consultation en tant que clinicien, bien sûr, c'est la base de notre métier, mais aussi en apprenant des axes de spécialisation. J'ai commencé à lancer des ateliers de naturopathie familiale, d'aromathérapie familiale, et petit à petit, bah, en 2004, des clients, alors à l'époque on disait patient, il faut que je fasse attention, maintenant on dit client, hein, Ouais. m'ont sollicité en me disant, mais nous on aussi, on aimerait bien faire un jeûne où on peut aller. Et à l'époque, j'avais quitté la région parisienne, c'est pour ça que je suis un transfuge de la région parisienne sur le sud-ouest en 1997, et c'est pour ça que j'ai eu aussi cœur, comme tu le rappelais tout à l'heure, que le Sénato puisse rayonner au dehors de la capitale. Donc voilà, ben, c'est grâce à ton arrivée dans l'entreprise que ça puisse faire, où tu as pris la balle au bon, et très rapidement on a monté ce projet ensemble, et tu l'as développé dans d'autres régions, et je m'en réjouis. Et donc, du coup, l'autre volet, ça a été de dire ben, où je peux aller. Mais je dis, moi, je ne sais pas où vous pouvez aller, je ne peux pas vous recommander. Le seul centre que je connaissais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, comment j'ai fait mon premier jeûne, il y en avait trois en France. Aujourd'hui, ça se mesure en centaines, hein. Le Oui. problème, c'est qu'il y a à boire et à manger, on en parlera tout à l'heure. C'était, bah, je ne peux pas vous recommander, le centre où j'étais a fermé, la personne a pris sa retraite, elle avait plus de 80 ans, je ne sais pas vous orienter. Et c'est les clients qui m'ont sollicité en me disant, mais et vous, est-ce que vous ne pourriez pas nous accompagner? Et j'ai monté mon premier groupe en 2004 et depuis, bah, ça ne s'est jamais arrêté. Et comme mon épouse m'a rejoint il y a 10 ans maintenant, Sylvie m'a rejoint, du coup on était un peu plus costaud, et on a pu monter plus de groupes. Donc jusqu'à une époque, avant que je prenne en charge l'antenne de Toulouse, où là j'ai eu un petit peu moins de temps, mais on faisait 8 à 9 semaines par an. Et là on est en train de remonter tranquillement en rythme. Hein, on accompagne, on fait 4-5 sessions par an en moyenne, entre 5 et 6, on va dire. Voilà un petit peu Ouais, mon parcours. Donc, ben, c'est le ouais. parcours qu'on peut vivre de son art, qu'il faut y croire, Oui. qu'il faut se diversifier. C'est sûr que la consultation seule en naturopathie, c'est pas viable, ou difficilement ça le serait. Il faut ou rajouter du massage ou des soins autres, ou ce que j'ai fait moi du groupe. Où le groupe, c'est vrai que c'est très nourrissant parce que ça permet de toucher beaucoup plus de personnes, de passer beaucoup plus de temps. Et c'est un petit peu ça notre métier aujourd'hui. Le jeûne est la partie visible de l'iceberg, mais c'est d'être dans l'humain, de partager du temps avec l'humain et de faire du transfert de compétences. Et là, vraiment, notre marque de fabrique, c'est de faire du jeûne sénato, c'est-à-dire du jeûne holistique, tel que moi j'ai appris, tel que j'ai appris la naturopathie, tel que je l'enseigne aujourd'hui. On va utiliser toutes les cordes de la naturopathie traditionnelle holistique, donc c'est juste jubilatoire. Ah, ouais, super Alain, et puis merci de rappeler aussi que voilà, bon, on en parle beaucoup au Sénato, mais pour accompagner nos stagiaires à l'installation, c'est vrai qu'on les invite à diversifier leur activité, ce qui est toujours très intéressant, sachant que la naturopathie a une grande place dans le monde d'aujourd'hui et de demain, donc je pense que ça a un bel avenir. Alors ce soir, on va parler de jeûne avec toi, puisque comme on l'a compris, c'est ton expertise. Tu as évoqué aussi un sujet qui est intéressant, c'est de dire, alors en plus c'est un peu drôle comme élément de langage, mais tu dis dans le jeûne, il y a à boire et à manger. Oui, bon, bah normalement non, mais justement, on va revenir sur les principes fondamentaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est une pratique qui peut faire polémique, qui est discutée, et puis surtout qui est pratiquée de façon diverse et variée suivant les interlocuteurs. Toi, tu es quand même l'auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet, hein, qui est Le jeûne, la voie royale euh, vers la santé du corps et de l'esprit, que j'ai Allez, lu, qui là, est je nous. extraordinaire. Ouais, voilà, merci Alain de nous le montrer. Donc, tu es quand même une référence en la matière. Est-ce que tu voudrais bien, tout simplement déjà, nous définir ce que c'est que le jeûne? Bah, le jeûne, moi j'aime bien prendre comme référence Shelton, qui est le père de l'hygiénisme, qu'on enseigne en naturopathie, qui a dit en fait le jeûne c'est de l'abstinence volontaire, le mot volontaire est important, de toute nourriture pendant une durée définie. Et pendant cette durée définie, le corps vide de ses réserves. Donc, ça veut dire volontaire, c'est pas une grève de la faim, c'est pas une manifestation. Toute nourriture, c'est-à-dire que quand je prends des jus de fruits, des jus de légumes, c'est pour moi, c'est pas du jeûne. C'est pour ça que nous, on s'est vraiment orienté sur le jeûne, tel que l'enseignait Shelton, hydrique, qu'avec de l'eau. Alors, ça veut pas dire qu'on peut prendre on peut prendre des infusions, mais il faut pas qu'il y ait d'énergie. Donc ça, c'est important. Et on a vraiment des gens qui viennent, qui ont fait des jeûnes. Alors, ils se disent Bushinger, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour la clinique qui porte ce ponte-là, mais qui porte ce nom-là. Mais en France, on utilise ce nom-là pour pouvoir mettre aussi des jus de fruits ou des jus de légumes. Et là, on est dans une diète. Donc, abstinence complète de volontaire pour aller vers ce que les scientifiques appellent maintenant le switch métabolique, c'est-à-dire qu'on vit dans ses réserves. Hein, alors, ces réserves, on en a plusieurs, mais on va déjà rapidement utiliser les réserves, le glycogène, donc qui est le sucre stocké qu'on utilise
utilise entre deux repas. Ensuite, on fait un petit peu de néoglucogénèse, c'est-à-dire que le corps a besoin encore de carburant et de glucose, entre autres le cerveau, les organes nobles qui sont glucodépendants. Et ben, du coup, on va recycler un peu des protéines, brûler des protéines, mais ça, on ne peut pas le faire longtemps parce que le corps doit garder ses protéines pour la masse musculaire, parce que les ancêtres, lorsqu'ils jeûnaient, ce n'était pas parce qu'ils s'étaient inscrits dans une cure de jeûne hydrique holistique, c'est parce qu'il n'y avait plus à manger et qu'il fallait qu'ils survivent. Et dans des conditions de survie, il est important d'épargner ses muscles, à commencer par les muscles striés, mais également le muscle cardiaque. Et donc, très rapidement, on va basculer vers une autre filière qui est la lipolyse, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on a stocké. Parce qu'en fait, la graisse, c'est l'énergie de survie. C'est-à-dire que dans un monde où il n'y a pas à manger tous les jours, eh bien, on met, quand on a un peu plus d'énergie, on la met en réserve sous forme de graisse. Ce qui, hier, était le moyen de survivre, aujourd'hui est devenu un problème de santé, mais parce qu'on n'est plus dans ces périodes où on stocke et on déstocke. Et là, rapidement, au bout de 2-3 jours, le carburant principal devient la graisse. Et le fait de brûler de la graisse, donc là, on est vraiment dans ce switch métabolique, on vide ses réserves énergétiques, micronutritionnelles aussi, c'est important de le dire. Donc on en parlera peut-être après sur les protocoles, mais c'est important de veiller au statut avant le jeûne et pendant la phase de reprise, de bien refaire ses réserves micronutritionnelles, minéraux, enzymes, vitamines, antioxydants, entre autres, oligo-éléments. Et en fait, le fait de faire ça, eh bien, le corps fonctionne différemment et ça a des vertus énormes. On va en parler certainement ce soir, mais les vertus sont incontestées. Ah, c'est super intéressant. Donc, tu nous parles en fait de la filière énergétique via les glucides, les protéines, les lipides. Donc, en gros, on utilise vraiment tout ce qui est disponible dans le corps. Si on devait prendre un schéma un peu chronologique, euh, qu'est-ce qui se passe pendant les 24 premières heures et après? Parce que je crois quand même que c'est un cap, ces 24 premières heures. Absolument. Absolument. Bah déjà, ce qu'on fait en permanence, quand on sort d'un repas, on brûle les carburants qui sont disponibles, ce qu'on appelle les carburants circulants, les graisses circulantes, entre autres le glucose circulant. La nuit, on jeûne, normalement. On n'est pas censé se lever la Oui. nuit et manger. Et lorsqu'on jeûne, du coup, on n'a plus suffisamment d'énergie circulante, donc on a une énergie de stockage qui s'appelle le glycogène, qui est stocké dans le foie pour rétablir la glycémie, donc pour ramener du sucre quand on en manque, et on en stocke également dans les muscles pour pouvoir continuer à fonctionner alors qu'on n'a pas mangé depuis 10 heures, 12 heures. Et comme tu le dis, en gros, les 24 heures, c'est un cap, parce que si on est statique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en activité physique, on n'est pas en train de faire une séance de musculation ou un footing, eh bien, là où on brûle à peu près 5 grammes de glucose par heure, on a une autonomie maximale de 24 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de glycogène. Normalement, si on respectait les rythmes de la vie, on devrait directement brûler de la graisse sans que ça pose de problème. Mais ce n'est pas ce qui se passe parce qu'on est devenu dans une société où on mange 3 fois par jour, tous les jours, toute l'année, on est devenu glucodépendant et ça veut dire que le corps, du coup, il n'est pas très à l'aise pour aller chercher la filière lipide. Donc on va peut-être rétablir en brûlant un petit peu de protéines et ça, c'est pas très intéressant. Donc, une fois qu'on passe les 24 heures, on est dans une autre étape où on refabrique du glucose à travers des substrats non glucidiques. Alors, c'est un peu technique, je m'excuse, mais pour les profanes, c'est-à-dire qu'on refabrique du carburant avec des protéines ou des glucides, des protéines ou des lipides, qui ne sont pas Oui. au départ des substrats glucidiques. Et donc, ce qu'on appelle la néoglucogénèse, on va faire un peu de protéolyse, on va brûler un petit peu de protéines pour refaire de l'énergie, mais ça, c'est pas très intéressant, ça coûte de l'énergie, c'est pas très rentable. Donc rapidement, l'organisme, lui, va chercher rapidement la graisse. Et la graisse devient le carburant principal pour pouvoir être brûlé dans les muscles, pour pouvoir faire fonctionner. Mais il y a des organes qui ne savent pas utiliser cette graisse. Donc du coup, et ça prouve que le jeûne est vraiment naturel, il est inscrit dans nos programmes génétiques, dans notre génome. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que le foie, qui a une plateforme métabolique extraordinaire, qui a plus de 500 fonctions, eh bien, une de ses fonctions principales en jeûne, au-delà de la détox, ça c'est une fonction principale, ça va être de transformer cette graisse dans un substrat, une autre matière, qu'on appelle les cétones ou les corps cétoniques, pour pouvoir alimenter des cellules qui sont bimodes. Il n'y a pas que nos véhicules, nos voitures qui sont bimodes. Notre cerveau est bimode, il s'est brûlé ou du glucose ou des cétones. Notre cœur est bimode, il s'est brûlé ou des glucoses et des cétones. Et ce qui est passionnant, c'est que quand on entraîne son corps à faire ça, bon, le jeûne, on va le faire pour d'autres raisons que l'entraîner, mais quand on entraîne son corps à faire ça, on peut aussi basculer beaucoup plus facilement sur la filière graisse à brûler. Et je pense aux sportifs. On a le dernier jeûne qu'on a accompagné il y a 3 semaines. On avait 2 sportifs, donc quand même quelqu'un qui fait du triathlon, l'Iron triathlon. Donc c'est quand même des compétitions extraordinairement. L'Ironman.
Ironman, pardon, ouais, et une autre personne qui fait du marathon. Donc là, on avait deux athlètes qui étaient dans un groupe, qui étaient là, et eux, ce qui les intéressait, qui avaient déjà jeûné ailleurs, mais sur des jeûnes type Bushinger, et qui venaient jeûner pour voir ce qui se passe, qu'on ne prend plus du tout de carburant. Et les résultats sont très intéressants. Ils ont mis leurs témoignages sur notre site et sur Google. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Eh bien, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'eux, ce qui les intéresse, bien sûr, c'est la détox, bien sûr, c'est la régénération, bien sûr, c'est d'augmenter les vertus anti-inflammatoires du jeûne. Donc, pour un sportif, c'est hyper précieux. Mais c'est surtout quand on fait du sport d'endurance, d'être en capacité, qu'on n'a plus assez de glucose, de ne pas être dépendant de glucose et de prendre 60 grammes ou 80 grammes de glucose toutes les heures, comme font les pros ou les sportifs de compétition, mais de pouvoir aussi brûler de la graisse. Et quand on brûle de la graisse, on est un petit peu moins rapide, mais on est beaucoup plus endurant et ça a des vertus énormes. Donc voilà ce qui se passe. Donc on est prévu pour pouvoir fonctionner où il y a des périodes, il y a à manger, on mange, il n'y a plus à manger, on ne mange pas. On a tout le programme génétique, métabolique pour pouvoir survivre et rester confortable et rester opérationnel et rester efficace. Non, mais c'est super intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que du coup, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que quand on jeûne, on favorise la filière de l'utilisation des graisses, même en période de consommation alimentaire? Absolument, c'est exactement ça. Ça veut dire que, alors il ne faut pas amener trop de glucose dans l'alimentation au quotidien, hein. On reste sur un régime ou une alimentation type naturel où on évite les sucres ajoutés. Voilà, on ne va pas charger en glucides non plus. On évite les céréales raffinées. Donc ça, c'est un point important que j'aimerais souligner. C'est que le jeûne en tant que tel est très précieux, mais nous, on l'utilise comme tremplin pour aussi corriger l'après-jeûne, c'est-à-dire faire notre métier de naturopathe, c'est-à-dire travailler sur l'hygiène vitale au quotidien. Donc ça veut dire que derrière, une fois qu'on a fait le jeûne et qu'on modifie son alimentation, on va dans l'alimentation sans parler du régime cétogène, qui est un régime Oui. intéressant, mais un peu extrême et pas adapté à tout le monde, c'est-à-dire avoir un régime où on amène pas trop de glucides, on amène simplement des légumineuses, des céréales non raffinées et des fruits, bien sûr, mais on ne va pas charger au-delà de ça. Eh bien, exactement, en dehors des périodes du jeûne, le switch se fait beaucoup plus facilement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plus de 40 ans d'expérience de jeûne personnel, hein, enfin une quarantaine d'années maintenant. Eh bien, ce que je sais, c'est que quand je me mets en jeûne, là j'en ai fait un, à la fin de l'été, au début de septembre, je ne me rends même pas compte que je suis en état de jeûne parce que le switch se fait très rapidement. J'ai pas de perte d'énergie, j'ai pas de crise éliminatoire ou de crise curative parce que le corps est entraîné. Donc oui, c'est intéressant d'avoir cette capacité de pouvoir aller chercher les graisses plus facilement. Et du reste, les sportifs commencent maintenant. Alors, c'est timide, hein, là, j'ai rencontré un spécialiste dans le domaine. Je dis non, c'est pas encore intégré dans le coaching sportif. Mais Oui. par contre, des sportifs vont chercher eux d'eux-mêmes, sans que ça passe par le coach sportif ou le médecin nutritionnel, etc. Et s'en occupent, dont les deux stagiaires, dont les deux participants, nos deux jeunes qu'on a eus, et eux le font, et avec grand succès, hein. Donc, c'est intéressant. Dans des périodes, on ne sait pas. Demain, il n'y a plus à manger, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas inquiet, hein. Je sais que mon corps essaie de gérer. Ah oui, ça c'est sûr que toi, t'as pas à être inquiet. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur les sportifs, parce que c'est comme ça qu'on avait vu à une époque des sportifs de haut niveau devenir végétariens. Voilà, et voilà, mais de façon individuelle, hein, c'était pas conseillé par leur coach, et ils ont démontré qu'on pouvait être végétarien et produire de la protéine, puisqu'ils étaent aussi musclés que les autres. Et Alors, l'éléphant est un grand végétarien et c'est le plus grand mammifère et le plus puissant, hein. mais oui, exactement. Alors, souvent, quand même, on nous oppose en naturopathie le côté empirique de nos techniques. Et c'est intéressant parce que là, tu nous retraces l'expérience que tu as au travers de tes propres jeunes et des jeunes que tu accompagnes. Mais ça m'intéresserait de savoir ce que la science dit du jeûne. Est-ce que tu peux nous dire si cette pratique est scientifiquement démontrée? Est-ce qu'on sait que scientifiquement, c'est bénéfique pour la santé et pourquoi? Alors, il faut sortir de l'hexagone. Je suis désolé d'avoir à dire ça. Oui, Désolé d'avoir à dire ça parce que bah si oui. on se réfère aux médias de masse, hein, si on se réfère à la vision franco-française, franco-hexagonale, on va dire il y a encore malheureusement beaucoup de détracteurs. Donc, comme je vous le disais, hein, ça fait une quarantaine d'années que je m'intéresse au sujet, donc on entend des bêtises dans tous les sens, mais comme dans la naturopathie, et des gens qui n'ont jamais fait de formation bref. C'est le même problème dans le jeûne, c'est-à-dire que on regarde en France, on nous dit non, c'est pas scientifique, c'est pas démontré. Encore, il y a une dizaine d'années,
un médecin que je peux citer parce qu'il a revu sa copie, il s'appelle Sajman, pour lequel il disait il y a encore 10 ans, le jeûne est dangereux et présigné le fait qu'on puisse rester 8 jours sans manger, qu'en tous les cas, c'était extrêmement dangereux. Et il a revu sa copie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, je salue son revirement de situation où il a dit non, finalement, il a même écrit un bouquin sur le sujet, bon, qui est un bouquin grand public, comme quoi on peut changer d'avis. Alors oui, la science reconnaît complètement les vertus du jeûne. Et ce que vous ne savez peut-être pas, vous qui m'écoutez ce soir ou qui m'écouteront en replay, c'est qu'aujourd'hui, si vous tapez sur le moteur de recherche type PubMed et autres, je l'ai eu fait parce que quand j'ai écrit cet ouvrage de référence, j'ai compulsé les publications scientifiques. Il y a aujourd'hui, en 2025, à l'heure où je vous parle, plus de 100 000 publications qui ont été faites sur le jeûne. Donc tapez fasting et hypertension, fasting, etc. Vous allez voir. Et ce que dit Walter Longo, pardon, qui est un des grands pionniers, un des grands spécialistes, qui est comme directeur de recherche à l'UCLA, l'université de Los Angeles. Il est gérontologue, il est directeur de recherche, et lui, ce qui le passionne, c'est comment on fait pour vieillir en meilleure santé. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour on ne peut pas ne pas vieillir, mais ce qu'on peut, c'est retarder le vieillissement et surtout les maladies liées à l'âge. La maladie liée à l'âge, bien sûr, c'est la maladie neurodégénérative, c'est la maladie tumorale, etc. Et après avoir étudié, passé plus de 30 ans de sa vie à étudier, il en a conclu que l'outil le plus efficace, c'était le jeûne. Du reste, lui-même, il jeûne régulièrement. Et Walter Longo nous a dit, alors, je vais parler parce qu'il y a eu un premier congrès en France en 2024, en mars 2024, premier congrès international du jeûne. Donc, ça veut dire que ça commence à rentrer timidement. Ça fait 10 ans Ouais. que ça existe en Allemagne et ça fait des décennies qu'il y a des recherches en ex-URSS, en Russie. Et donc, ce que dit Longo, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'outil indispensable pour ralentir les maladies liées à l'âge. Et en 2024, je vous le disais, donc en mars 2024, j'ai participé au premier congrès international du jeûne. Un nouveau aura lieu en mars 2025, mais ce sera grand public. Là, c'était consacré pour pour les spécialistes, les professionnels de santé. Il y a du reste beaucoup de naturopathes ou de directeurs de centres de jeûne dont on faisait partie. Et ce qu'ont dit les scientifiques internationaux, donc américains, allemands, canadiens, et il y avait quand même aussi un Français, mais qui était le directeur scientifique des cliniques Buchinger. Tous sont convenus sur un fait, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on enseigne au Sénato, ce qu'on enseigne en naturopathie, manger sainement, c'est indispensable pour être en bonne santé, le plus sainement possible. Avoir une activité physique, c'est indispensable parce que nous sommes des nomades au départ, et si on passe notre journée derrière un ordinateur comme on le fait ce soir, c'est pas convenable, donc il faut mettre du mouvement dans la vie, c'est indispensable. Gérer son stress, et depuis 2020, on le sait, c'est indispensable. Donc, c'est les 3 piliers indispensables qu'on utilise, nous, en naturopathie. Mais les scientifiques ont rajouté, bien sûr, il faut faire ça, mais il faut aussi rechercher le switch métabolique, ce dont on parlait, c'est-à-dire au bout de 2-3 jours où on est en train de brûler des graisses. Donc, ça veut dire que le jeûne séquentiel, c'est très bien, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller rechercher ce switch métabolique pour pouvoir modifier certains fonctionnements de l'organisme, entre autres au niveau du microbiote, entre autres au niveau de l'intégrité de la barrière intestinale, entre autres au niveau des médiateurs de l'inflammation, pour pouvoir retarder les maladies liées à l'âge. Donc ça, c'est 2024, c'est publié, et les scientifiques sont d'accord là-dessus. Non seulement la science reconnaît le jeûne, mais en plus, aujourd'hui, les chercheurs dans le domaine, les grands spécialistes, hein, je peux citer Andreas Mikkelsen, qui est directeur de la chaire de naturopathie, naturothérapie à la clinique de la Charité. Clinique de la Charité en Allemagne, c'est l'équivalent pour les Parisiens de Georges Pompidou, hein, c'est le plus Ouais. grand hôpital allemand, il y a plus de 1000 lits. Il dirige une unité. Et lui, ce qui est intéressant dans un modèle, c'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu de notre barrière de l'hexagone, lui, en fait, il prend des patients des différents services, en rhumatologie, en cardiologie, etc., qui ont fait le choix, sur les conseils de leur médecin de l'unité concernée, leur dit, ben voilà, vous avez la possibilité, vous avez une polyarthrite rhumatoïde, vous pouvez continuer à prendre des anti-TNF-alpha, c'est ce qu'on fait, hein, du méthotrexate, pour citer le médicament, c'est bien, mais vous avez aussi la possibilité d'aller faire un jeûne dans le service du professeur Mikkelsen pour pouvoir améliorer votre terrain. Et ce que dit Mikkelsen, c'est qu'aujourd'hui, on voit des résultats grâce à la pratique du jeûne sur des paramètres sanguins. Donc le sang, ce n'est pas une vision aléatoire, c'est scientifique, c'est démontré, c'est visible. Sur des paramètres sanguins, on voit des résultats qu'on ne peut pas obtenir autrement qu'avec le jeûne, y compris avec des médicaments. Sur la tension artérielle, on a des résultats, une stabilité qui est très intéressante. Donc oui, il faut arrêter de croire
mais si vous êtes là, si vous avez déjà cette ouverture, bien évidemment. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, bah, monsieur, madame, tout le monde qui regarde BFM Intox ou TF1 Bouygues pour faire un petit peu d'humour vont croire ce que disent la presse. Donc, oui, il y a une réalité scientifique démontrée. Et moi, je suis très heureux. Et c'était un peu l'objet, un peu le challenge de mon livre, hein. En fait, j'ai eu la chance que c'est pas moi qui ai contacté l'éditeur, c'est l'éditeur qui est venu qui m'a démarché parce que j'écris depuis 10-15 ans dans des revues de santé. J'avais écrit un article sur le jeûne qui m'a dit mais c'est super ce que vous avez écrit, est-ce que vous pourriez faire la même chose mais sur 400 pages au lieu de 4 pages. Le challenge est important, et la deuxième version, c'est il y a beaucoup de pionniers qui ont écrit sur le jeûne, Shelton, Berthollet, etc. Mais derrière, c'est de mettre aussi une caution scientifique. Donc, dans l'ouvrage que tu as cité tout à l'heure, Aude, bah, j'ai été chercher de la science. Et je l'ai écrit, il a été publié en 2019. Je peux vous dire que depuis 2019-2025, il y a eu des centaines de publications complémentaires, et entre autres des publications qui sont visibles sur le site de la clinique Buchinger, qui montre qu'on a un remodelage du microbiote pendant le jeûne, comme un hibernant. Quand on regarde le microbiote d'un ours à la fin de son jeûne dans la caverne et d'un humain, on retrouve ce remodelage du microbiote, et ce remodelage rebat les cartes, parce qu'on nous disait jusqu'à présent, on a le microbiote qu'on a hérité en fonction de ce qu'on a vécu dans la vie intra-utérine, de l'allaitement ou pas d'allaitement, et qu'on va redonner des probiotiques, on va rajouter des bactéries, mais on ne peut pas changer notre carte de base. Eh bien, si on peut la changer, mais il y a un seul moyen d'y arriver, pour ne prendre qu'un exemple, parce que je peux en prendre 10 ou 20, hein, c'est simplement le fait de faire ce switch métabolique. Ça rebat les cartes et ça permet de repartir sur d'autres bases. Donc là, on est au cœur de l'épigénétique, de l'épigénome, et le jeûne permet d'obtenir ça. Et ce qui est génial, c'est que la science aujourd'hui valide ça. Donc on est à la fois un pied dans les traditions, ça nous rappelle quelque chose, et un pied dans la science. Bah oui, c'est exactement ça et je te remercie de le souligner. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton livre et effectivement, ce qui m'avait marqué et beaucoup plu, c'est justement à quel point il est documenté en fait, à la fois en termes historiques et en termes scientifiques. Donc c'est vraiment un livre très riche pour tous ceux qui s'intéressent au sujet. Je vous le recommande vivement. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Alors, ça déclenche beaucoup de questions, je te cache pas, Oh, Alain, super. cette partie-là. Oui, tant mieux. Donc, je voudrais te les poser un petit peu dans l'ordre. Alors, il y a une question intéressante déjà qui demande, ne faut-il pas une revitalisation avant le jeûne? Parce que ça demande quand même de l'énergie. Donc, qu'est-ce que Alors, tu pourrais répondre? je pensais quand même demander s'il y avait des contre-indications, donc je vais répondre de la même façon. En fait, pour savoir si c'est le bon moment ou pas de faire un jeûne, il ne faut pas le faire à un moment donné où on est épuisé. Alors, il y a des exceptions, mais elles restent dans un cadre médical. Et en France, on n'a pas le droit de faire du jeûne médical. Donc, la version du jeûne, nous, c'est du jeûne pour la santé, pour le bien-être ou pour le préventif. Et là, on a dit, on est au cœur quand on fait de la prévention. Moi, ce qui m'intéresse à mon âge, c'est justement de continuer à être opérationnel et, sur le plan physique et sur le plan psychologique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du préventif et de retarder les médias liés à l'âge. Donc, je reviens au sujet, à la question. Oui, il faut un minimum de vitalité, et c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que le corps va utiliser l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie vitale, l'énergie de vie. Hein, les Chinois, ils appellent ça le chi, on appelle ça les Japonais le ki, etc. C'est la même chose, ou le prana pour les Indiens, en médecine ayurvédique. On a besoin de cette énergie de vie qui nous traverse pour pouvoir faire un travail. C'est pas le switch métabolique qui coûte de l'énergie, parce que peut-être au début, il y a une petite adaptation, mais c'est surtout qu'on va rebrûler nos réserves, et dans les réserves, celle qu'on va brûler, le carburant principal, ça va être la graisse. Et Mm. là où le corps stocke les déchets les plus dangereux, qui sont liposolubles, c'est ce qui est dans la graisse. Donc quand on rebrûle de la graisse, on obtient du carburant, mais on relibère dans le corps des toxines, et ce qui est très intéressant, parce qu'on sait en naturopathie que c'est l'accumulation de ces toxines à un moment donné, ce qu'on appelle la toxémie, hein, qui vont peut-être faire dégénérer un certain nombre de fonctions, voire contaminer d'autres organes, à commencer par les neurones, qui sont également très riches en graisse. C'est l'organe le plus riche en graisse, c'est le cerveau. 65% de graisse, mais sous forme de phospholipides. Et donc, il faut de l'énergie pour pouvoir faire ce travail de détoxication, parce que le foie va travailler énormément. Donc, ça veut dire qu'il faut un minimum d'énergie pour pouvoir faire ça. Donc, quelqu'un qui sort d'une maladie grave, qui est en convalescence, on va lui laisser récupérer un minimum d'énergie s'il veut faire un jeûne. On a des personnes suites de cancer qui viennent chez nous, mais moi, dans ce cas-là, je fais un entretien obligatoirement pour savoir si c'est le bon moment ou pas. On ne va pas se précipiter, on laisse faire la médecine, sa chimio, sa radio, sa chirurgie, si tout ça est passé par là. On a eu le cas d'une personne, hein, là,
Elle était sortie 4 mois après de tous les processus. C'était en limite, mais honnêtement, ça s'est super bien passé. Donc, il faut un minimum d'énergie. Donc, ça veut dire que nous, on ne va pas proposer, si on veut faire un choix d'une saison, on ne va pas faire le jeûne. Là, maintenant, il fait 0 degré sous nos latitudes, et même chez nous, dans le sud-est, il ne fait pas plus chaud. Hein. On a la même température. Donc, c'est-à-dire que le corps va déjà utiliser son énergie pour la thermogénèse, pour se réchauffer. Ou quand il fait trop chaud, s'il fait 40 degrés, ce n'est pas la meilleure saison. Donc, on va favoriser les saisons. Nous, c'est là où on est le présent, on fait nos accompagnements, printemps-automne, ces 2 saisons, et avoir une vitalité suffisante. Alors, nous, on appelle ça en naturopathie un normovital ou un survital, mais quelqu'un qui est un peu dévitalisé, on pourrait le prendre. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne faut pas se revitaliser avant, revitaliser avec des techniques vitalisantes, mais aussi avec des nutriments? Ben, la réponse est oui. C'est sûr qu'un grand carencé, ce n'est pas forcément le meilleur moment de faire du jeûne. Mais bon, là, il y a d'autres nuances à avoir, c'est qu'on peut être carencé en fer, et la carence, ça ne vient pas du fait qu'on n'amène pas du fer, pour prendre cet exemple, je pourrais prendre du magnésium ou du calcium, c'est pareil, ça ne vient pas du fait qu'on ne l'amène pas dans l'assiette, ça vient du fait qu'il y a des chélations qui se passent au niveau de l'organisme. Et là, on a observé que dans ce cas-là, mais ça, il faut questionner, c'est pour ça que nous, on fait ça professionnellement et sérieusement, on discute avec les gens avant, on ne va pas faire du jeûne sauvage et pas dans n'importe quelle condition. Notre objectif, c'est que ça améliore le potentiel et la qualité de la santé du client. Alain, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que la chélation pour ceux qui Oui, ne à la création, connaissent pas c'est-à-dire ce qu'on va concept? bloquer, on va mélanger, le fer va être prisonnier avec une autre molécule, et donc il n'est pas disponible. On l'a absorbé, mais il n'est pas disponible pour que l'organisme puisse l'utiliser. Et les cellules immunitaires, quand elles ont besoin de fer pour faire leur travail immunitaire, il n'est pas disponible. Donc on a une baisse immunitaire, etc. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en faisant du jeûne, et ça on a pu mesurer biologiquement avant et après les analyses, hein, le client avait déjà ses analyses, et j'ai dit, vous referez des analyses 2, 3 semaines après le jeûne, le taux de fer a été remonté. Alors qu'ils n'ont pas mangé pendant une semaine, ils ont refait. Alors bien Ouais. sûr qu'après le jeûne, on va reprendre, on va faire une cure de revitalisation. Là, c'est un moment très favorable parce que le corps absorbe beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas le moment d'aller manger des hamburgers ou des frites ou je ne sais quoi. Bien sûr, là, on va faire des super aliments avec des graines germées, avec la spiruline, avec tous ces super du pollen frais, etc. Le corps l'absorbe beaucoup mieux. Donc, ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, pendant le jeûne, on vise ses réserves énergétiques, mais aussi des micronutriments. C'est-à-dire qu'on va refaire le plein. Donc, on revitalise après, essentiellement. Mais c'est vrai que si quelqu'un est dévitalisé au sens énergie vitale ou dévitalisé au sens micronutritionnel, c'est pas le meilleur moment. Donc ça, il faut l'apprécier. Alors, dans les principes quand même de naturopathie, tu soulignes que le jeûne va relarguer les toxines qui sont stockées dans les graisses, puisque c'est quand même vraiment une zone de stockage majeure des graisses. Et que, bah, évidemment, d'être dévitalisé, c'est pas le meilleur moment. Euh, S'il y a beaucoup d'énergie vitale, est-ce qu'on se retrouve pas avec un risque majeur de crise curative? C'est-à-dire les toxines vont être relarguées, l'énergie vitale est importante, ça va sortir très vite avec potentiellement des conséquences. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ce phénomène-là? Un peu comme un enfant, hein, comme on enseigne en naturopathie, un jeune enfant fait une fièvre à 40 degrés, le vieillard a du mal à monter en fièvre. C'est ça. Voilà. Les crises curatives, c'est un vrai sujet. Du reste, j'enseigne ça au Sénato, hein, comme tu le sais. C'est un Ouais. vrai sujet parce qu'il ne faut pas confondre crise curative et maladie. Et les gens disent j'ai fait une maladie, j'ai mal à la tête. Ben non, t'as pas mal à la tête en jeûne parce que tu as une maladie, c'est parce que tu es en train de relarguer tes excès de caféine et que quand ça passe au niveau des neurones, ben, ça donne mal à la tête. Ou tu es en train de relarguer des déchets inflammatoires et tu te retrouves avec quelques douleurs. Donc les crises éliminatoires, d'abord, c'est pas systématique, tout le monde n'en a pas. C'est dû au polymorphisme génétique. Donc là, bah, ça peut pas, c'est pas discutable. C'est-à-dire que pour faire les mêmes fonctions de détoxication, on a plusieurs programmes. C'est pour expliquer ce qu'est le polymorphisme génétique de façon simple, on va dire comme ça. On a des programmes plus efficaces que d'autres. Donc dit autrement, on a des grands détoxiqueurs et des gens qui détoxiquent plus difficilement. Donc déjà, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Les femmes sont un peu moins favorisées parce qu'il y a une détoxication hormonale plus importante que chez l'homme. Et on a remarqué qu'on a un peu plus de sensibilité sur les crises curatives au féminin qu'au masculin. Mais encore une fois, je pense à une jeuneuse qu'on a eue il y a 3 semaines, a fait une semaine de hala, rien, aucun signe, aucun signe. Donc la crise curative va être due en effet à la toxémie. Ça, c'est le premier point. Donc c'est plus il y a de déchets et plus il y a de vitalité, c'est là où je peux avoir les plus grosses crises. Si j'ai beaucoup de déchets et pas beaucoup de vitalité, ça va mettre du temps à éliminer, ce qui n'est pas forcément confortable. J'ai pas de grosse crise, mais je sors en fin de jeûne, je pète pas des flammes.
Et là, ça fait un peu des jaloux parce que sur un groupe de 12 personnes, c'est à peu près le nombre qu'on prend. En gros, tu en as 10 qui pètent des flammes et une onzième, c'est pas systématique, qui va dire bah, moi pas. Mais je dis c'est pas grave, ça veut dire que tu n'as pas fini le ménage et le ménage il va prendre un peu plus de temps et on va ajuster. Tu vas continuer à faire une détox plus souple. Après ton jeûne, on peut le gérer différemment. Et si j'ai beaucoup de vitalité, pas beaucoup de toxémie, bon, c'est à peu près où on arrive quand on fait du jeûne régulièrement et qu'on a une hygiène naturelle à peu près correcte. Nous, on n'est pas, enfin, moi, je ne suis pas un orthodoxe, je ne vais pas mettre toutes les règles. On peut faire des écarts de temps en temps, mais il y a comme des bases qu'on respecte. Et bien à ce moment-là, on se retrouve avec des crises curatives qui sont tout à fait confortables. Alors l'avantage, quand on connaît bien la naturopathie, ce qu'on enseigne la naturopathie, entre autres au Sénato, on enseigne la phytologie, on enseigne l'aromatologie, on enseigne enfin, les oligos, etc. Donc on a des outils qui vont nous permettre de moduler ces crises éliminatoires, ce qui fait que moi, en tant que spécialiste en aroma, et puis même sans être spécialiste, tout le monde le sait aujourd'hui, quand on a mal à la tête, on n'est pas obligé de prendre un Doliprane, et quand on est en jeûne, c'est une question qui nous a été posée. Ah non, j'ai mal à la tête, je peux prendre un Doliprane, je suis en plein jeûne, parce que j'ai une crise éliminatoire qui fait que je libère des toxines qui passent par le cerveau. Et je dis, t'es en cure de détox ou d'intox? Tu vas pas prendre des médicaments. On a de l'amande poivrée. L'amande poivrée a fait super bien le job. Tu mets 2-3 gouttes d'amande poivrée sur le front, sur les zones douloureuses. Et ça a été publié aussi, ça, que l'amande poivrée avait une efficacité équivalente, voire supérieure à un Doliprane sur un mal de tête. Et ça évite de s'intoxiquer. Donc on peut quand même moduler. Et puis nous, on va intégrer tout un tas d'outils naturels, entre autres la gymnastique douce, le yoga, les étirements, les techniques de respiration. On intensifie beaucoup sur les respirations de plus en plus. Et donc ça, le douyin, des automassages qui permettent de stimuler les méridiens d'acupuncture. Ça va permettre, c'est des outils la sophrologie, j'allais oublier, la méditation, la relaxation, j'en oublie tellement il y en a, eh bien, ça va permettre de moduler aussi ces fameuses crises éliminatoires. Donc, ça reste confortable. Et honnêtement, sur 20 ans d'accompagnement, ça m'est arrivé 2 fois d'être obligé, 2 fois en 20 ans, ça fait pas beaucoup, plus de 1000 personnes on a accompagné, d'être obligé de moduler une crise éliminatoire en prenant exceptionnellement, pour le coup, une infusion avec un peu de miel. Parce que là, du coup, le fait de ramener du carburant, tout de suite, le corps ralentit la détox. Et donc, si ralentit la détox, la crise éliminatoire est beaucoup plus supportable. C'est pour ça que dans notre vision orthodoxe ou puriste, on va dire, on ne met pas de jus de fruits, même dilué, parce qu'il y a du glucose. Alors, sur du bouillon, c'est pas un souci. Nous, c'est pour des raisons logistiques, c'est un peu compliqué à faire. Mais voilà, c'est pas un problème. Sur du jus de légumes, si c'est du jus vert, ça me gêne pas. Mais dès qu'on rajoute du carburant, et là, on le voit par la pratique, on met du glucose, tu limites ta détox, Évidemment, tu limites ta c'est plus détox, en tu limites jeûne, ta crise éliminatoire. Et évidemment. ben oui, c'est pour ça, moi je discutais avec un confrère qui me disait, bah oui, mais nous on fait ça, comme ça on n'est pas embêté, les gens, on est moins embêtés à gérer le quotidien. Bon, nous, notre Ça n'a pas vision, les mêmes bienfaits, ça ne va voilà, pas c'est pas les mêmes vous... bienfaits. Moi, je Ouais, fais pas ça du 1er janvier au 31 décembre. Si j'ai une crise éliminatoire ou deux pendant mon cure, c'est pas un problème. Je sais ouais. le gérer et on sait rassurer les personnes. Et ça, c'est hyper important. Hein. Pour les premiers jeunes, en tous les cas, c'est un conseil que je vous donne. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mes 2 premiers jeunes, je les ai pas fait tout seul. Alors, je sortais de 4 ans de naturo. J'avais toutes les connaissances théoriques, mais je ne savais pas comment mon corps allait réagir. Et cette marche vers l'inconnu m'inquiétait. Et c'est normal d'être inquiet quand on n'a jamais jeûné, de dire qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai été hyper rassuré d'avoir quelqu'un qui est à l'image de celui qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire qui avait 20 ans d'expérience, qui avait été jeune très long, qui était très expérimenté, et qui, quoi qu'il se passe, ça va me dire, mais ça c'est normal, et moduler avec telle ou telle technique. Donc ça, c'est hyper important, parce que ces 2 jeunes accompagnés, où j'ai été accompagné, m'ont permis de mieux comprendre mon corps, savoir ce qui se passait, d'être rassuré et d'aller vers l'autonomie. Ah, merci pour ce témoignage. Alors, j'ai quand même une question dans tout ça. Euh, et d'ailleurs, ça correspond à plusieurs questions dans le chat ce soir. Si on est malade et qu'on a un traitement médical, alors tu as évoqué tout à l'heure les chimiothérapies, les radiothérapies, mais sans en arriver là, quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, du diabète ou d'autres problématiques de santé et qui a potentiellement un traitement médical, est-ce qu'on peut jeûner et dans quel cadre? Oui, Et on est-ce peut. qu'on doit arrêter son traitement pendant le jeûne? Alors, on peut jeûner, il n'y a pas de contre-indication à jeûner, alors, sauf sur des maladies mentales, mais on verra, ça reste quelqu'un qui Oui. serait schizophrène qui prend des antipsychotiques, non, mais la schizophrénie, on ne les prend pas en jeûne non plus, donc c'est pas lié aux médicaments, c'est lié à la pathologie. Par Oui. contre, voilà, ce qui se passe, c'est que le fait de jeûner, ça va modifier la pharmacodynamie du médicament, ça veut dire que le médicament va agir différemment
il va être peut-être plus concentré parce qu'il n'est pas mélangé des aliments. Donc là, il est raisonnable et souhaitable d'avoir un avis médical, non pas pour savoir si la personne peut jeûner ou pas. C'est nous, en tant que naturopathes experts, qui avons la vision à travers un bilan naturel, la vitalité, etc., on est en capacité de pouvoir savoir si on peut ou ne pas prendre le client. Mais par contre, le médecin, c'est lui qui a prescrit et c'est lui qui sait comment le médicament agit et s'il faut modifier le traitement. Donc après, voilà, moi, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a accompagné, y compris des médecins, puisque je donne des cours au-delà du Sénato aussi dans le milieu médical, ponctuellement, et qu'on a des médecins et des chirurgiens dentistes qui sont venus jeûner avec nous. Donc, on a même des pédopsychiatres sont venus jeûner avec nous, on a un petit peu le recul. Donc, je sais que, par exemple, si on a un lévothyrox, il ne faut surtout pas l'arrêter en jeûne. Ça, j'envoie pas le client au médecin parce que je le sais, parce que j'ai cette expérience. Mais voilà, mais moi, je ne vais pas dire arrêtez ou prenez ce traitement. On n'a pas le droit, pas plus qu'en tant qu'en consultation, en jeûne. Donc, le médecin est précieux pour son avis sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'efficacité, au niveau du médicament. Est-ce qu'on peut l'arrêter transitoirement? Un anticoagulant, ça se discute. On peut le prendre, on peut ne pas le prendre. Donc là, le médecin décide. Un hypothyroïdien, surtout pas l'arrêter, parce que le jeûne ralentit les fonctions thyroïdiennes. Donc si en plus on arrête son lévothyrox ou son Eutiral ou je ne sais quoi, bah, c'est pas dangereux, on va pas être confortable. Par contre, la vraie question, c'est pour la tension. Parce que là, on sait que le jeûne est un hypotenseur. Donc, nous, ce qu'on fait, mais bon, moi, c'est moi, sous ma responsabilité, il y a la déontologie, normalement, c'est le médecin qui dit ce qu'il faut faire. Mais si le médecin n'a pas les connaissances du jeûne, il ne va pas forcément dire au patient, à son patient, à notre client, qu'il faut moduler le traitement. Donc, nous, contrôle systématiquement pour les personnes qui sont hypertendues les paramètres au niveau de la tension, matin et soir, et la personne, mais elle le fait sous sa responsabilité, quand on voit que la tension est normalisée ou qu'elle descend trop bas, elle arrête le médicament transitoirement, parce que le jeûne, c'est comme un médicament. Et de faire prendre 2 médicaments pour la tension, malheureusement, c'est l'expérience qui passe, ça nous est arrivé. Une personne qui a voulu continuer à prendre son médicament, et ça l'a rassuré, il a fait un malaise parce qu'il est tombé sur une tension trop basse, et puis à un moment donné, il a allé doucement, et il a eu un malaise. Donc, c'est pas forcément souhaitable et intéressant. Donc, ça, c'est la seule chose sur laquelle nous, on peut intervenir, et encore sous notre responsabilité, mais la déontologie, c'est le médecin qui dit comment on réajuste le traitement. Mais c'est pas lui qui dit si on jeûne ou si on jeûne pas. Ouais, super intéressant. Et alors, donc là, tu as parlé du jeûne intermittent tout à l'heure par rapport au jeûne, mais est-ce que tu peux nous donner une idée de la durée d'un jeûne pour commencer à en voir des bénéfices sur la santé? Moi, j'ai défini le jeûne hydrique holistique, le jeûne qui a vraiment les vertus pour le corps et pour l'esprit sur une semaine, entre 6 et 7 jours. On a une formule 6-7 jours, ça dépend des lieux en fonction des contraintes logistiques. Pourquoi? De façon schématique, on va dire que les 3 premiers jours, ça travaille beaucoup sur le corps, on est vraiment sur la détox. C'est là où l'énergie est un peu basse, non pas parce qu'on n'a pas mangé, et ça c'est juste une parenthèse que j'ouvre, en fin de jeûne on a plus de vitalité qu'en début de jeûne, et pour autant on Oui, n'a pas mangé. Donc ça bah veut oui, dire que c'est pas l'absence de incroyable. repas qui fait baisser l'énergie, c'est le fait que l'énergie est utilisée pour faire le nettoyage, pour faire la détoxication, pour faire le recyclage protéique, etc., pour réparer. Parce que bien sûr, une des vertus principales du jeûne, c'est au-delà de ralentir, de reculer les maladies de gâlage, c'est aussi de régénérer. On a des régénérations au niveau des organes de la digestion, et c'est scientifiquement démontré, mais aussi de façon pragmatique, on digère mieux après un jeûne. On a des régénérations au niveau des neurones, on voit après un jeûne, on est plus concentré, on a une meilleure mémorisation, etc. etc. Et donc pourquoi on fait ça sur 6-7 jours? Parce que, en fait, là où on est vraiment on a un bénéfice intéressant pour la partie psychique, où on modifie la chimie du cerveau, c'est quand on est encore en cétogénèse maximale, et ça se fait à partir du troisième, quatrième jour. Et donc, en fonction du switch métabolique, ça peut commencer au deuxième. Nous, on a des appareils qui nous permettent de mesurer les cétones, on expire dedans, donc on mesure. On peut être en cétose avant 3 jours? On peut être en cétose avant 3 jours quand on a un régime, on a peu de glucides. En fait, on va être en cétose, il y a des seuils, il y a différents seuils. Mais on peut être, nous, sur notre appareil, on bascule, la bascule, on arrive au maximum de ce qu'on peut faire en cétose. Mon appareil se limite à 65 ppm, particules par million. On est tout le monde au quatrième, cinquième jour et à ce seuil-là. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y en a qui mettaient 5 jours pour en arriver là. Parce qu'ils avaient déjà, ils étaient dépendants du glucose, comme on disait tout Ouais, à c'est l'heure. ça. C'est en Parce qu'il y fonction de avait un la syndrome. consommation de glucose en quotidien, en fait. Moins on en consomme au quotidien, plus on rentre en cétose rapidement. Exactement. Et moi, j'ai même détecté un syndrome métabolique, rien que en observant ce qui se passait pendant le jeûne. Parce que pour nous, naturaux, holistiques, c'est génial le jeûne. C'est un moyen d'observer les terrains, de voir l'évolution, de voir l'intelligence du vivant à l'œuvre, Ouais. on voit ce qui se passe. Et donc, pour répondre à ta question, pourquoi 7 jours ou 6-7 jours? Bah parce que
le quatrième, cinquième, sixième, on est nourri, le cerveau est nourri essentiellement en cétone, il prend encore un peu de glucose, mais essentiellement en cétone, et ça change tout. Et ça, qu'est-ce que ça change? Ça permet d'avoir une espèce de protection psychique, ça se justifie dans un modèle ancestral où les anciens, quand ils n'avaient plus à manger, au quatrième, cinquième jour, il fallait qu'ils gardent les idées claires pour pouvoir s'orienter. Imaginons Homo sapiens aller chercher sa nourriture, il ne fallait pas qu'ils perdent les sens subtils et les sens physiques, l'audition, la vue, l'odorat, pour pouvoir continuer à s'orienter. Donc ça potentialise les sens, et dans cet espace-là, on va travailler beaucoup sur l'accompagnement pour la détox émotionnelle. On va énormément travailler sur les croyances. C'est-à-dire qu'on va permettre à des personnes qui croyaient qu'ils n'y arriveraient pas de faire du renforcement positif et de voir qu'ils ressortent beaucoup plus forts psychologiquement en disant mais j'ai réussi à rester une semaine sans manger, mais j'ai des forces que je ne soupçonnais pas. Et ça, c'est très valorisant. Et sur le plan psychologique, si on veut vraiment faire ce nettoyage, cet accompagnement-là, on a besoin de cette durée-là. Alors, on proposait encore il y a quelques années des jeûnes de 3 jours. Quand il nous reste des places sur des sessions d'une semaine, on prend une personne sur 3 jours. Mais c'est pour l'initiation, c'est parce que les personnes craignent un petit peu de ce qui se passe. Mais en réalité, 9 fois sur 10, personnes disent bah, finalement, j'ai envie de continuer parce que je me sens bien. Et en gros, tu parlais tout à l'heure, Aude, des crises curatives. Le gros des crises curatives, schématiquement, c'est sur les 3 premiers jours, deuxième, troisième, voire Oui, c'est quatrième. ça. Et après, ça se calme. Donc là, j'ai pas la faim, j'ai une sensation de plénitude avec le ventre vide, j'ai une légèreté physique qui s'installe, je respire mieux, je suis plus fluide. On le voit quand on fait des pratiques de gymnastique douce ou de posture de yoga simple. Hein. On prend pas, c'est pas du yoga de haut niveau, on a des débutants, donc on fait des postures, c'est Sylvie qui fait ça, simple. Ben, les gens, ils voient le corps qui s'assouplit au fur et à mesure de la semaine. Ils arrivent à des postures, la pince, ils arrivaient à toucher les genoux pour s'accourbouter, et à la fin de la semaine, ils touchent le sol, simplement d'une semaine, parce que le corps s'est assoupli. C'est juste jubilatoire de voir ça. Et là, dans cette deuxième partie-là, c'est pour ça on parle de jeûne holistique, parce qu'on travaille sur toute la partie psycho-émotionnelle dans cette Oui. deuxième partie-là. Donc c'est là où on a les meilleurs bénéfices. Maintenant, Ouais, ouais, faire une semaine sans avoir tout seul, il y en a qui l'ont fait en lisant notre livre, parce que tu as parlé du premier livre, on a écrit un deuxième petit livre, oui, ouais, exactement. un guide J'allais en pratique. parler aussi de Ouais. celui-là. C'est guide pratique. Oui, malheureusement, on va plus, faudra le commander chez nous parce qu'il retire des librairies. L'éditeur n'a pas fait son job de diffusion. Ah, Ils en pourtant, il est vraiment. extraordinaire parce que ça permet justement pas à pas de comprendre déjà ce qu'on peut mettre en place soi-même, hein. Ouais. Donc c'est nous qui allons le distribuer. On a racheté les stocks et on va le distribuer. Bon, voilà, ça nous fera un peu de Ah logistique. bah écoute, tu On nous voulait pas que ce soit diras. perdu. Eh ben, on peut le faire à la maison, on peut le faire seul aussi à la maison, mais voilà, c'est plus aléatoire. Ça peut bien se passer, mais s'il y a des crises éliminatoires, si on n'est pas trop rassuré, on a eu Oui. aussi malheureusement des cas, des personnes qui ont arrêté parce qu'ils ont eu peur, ils ne savaient pas ce qui se passait. Voilà, donc c'est une possibilité. Alors, bon, j'ai encore quelques questions à te poser. Le temps passe, t'imagines, il nous reste déjà moins de 10 minutes. Bon, tu es bombardé de questions. Je ne te cache pas que le sujet est passionnant et c'est normal. Je voudrais quand même pas passer à côté d'une question qui est revenue plusieurs fois. On a parlé des personnes qui ont un traitement médical ou qui sont malades et qui souhaitent jeûner. Le cas particulier des diabétiques. Est-ce qu'un diabétique peut jeûner? C'est une très bonne question qui revient souvent, Bah, bien sûr. même dans les QCM, pour te Oui, dire. c'est vrai. T'as raison. Jérémy, hein. Ben oui, alors il y a deux diabètes. Voilà. Il y a un diabète qu'on appelle le diabète insulinodépendant, c'est-à-dire que la personne a le pancréas qui ne fabrique plus, les îlots de Langerhans ne font plus leur job, et il ne peut plus fabriquer de l'insuline. Et quelqu'un qui ne fabrique plus d'insuline, avant que l'insuline soit inventée, enfin avant qu'on découvre le lien de cette maladie, c'était mortel. On mourait. Heureusement, il y a eu, la science a évolué, hein, ça c'est génial, on salue la science, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'injecter de l'insuline, soit avec une pompe, soit avec des piqûres. Et ce jeûne-là ne peut pas être pratiqué sans surveillance médicale. Et comme le jeûne en France thérapeutique n'existe pas, on ne peut pas le faire. En revanche, petite information, je ne vais pas faire avec mon livre, je vais faire un autre livre qui est génial parce que c'est des conférencières que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Congrès international du jeûne. Et donc, je sais pas où Comment ça. jeûner? Voilà. Donc, le docteur Evelyne Bourdaroy avec Sophie Roland, qui est une neuroscientifique, ont monté une clinique au Québec. Donc, au Québec, et eux, ils traitent des diabétiques, mais parce qu'ils sont médecins et scientifiques, et contrôlent les taux au fur et à mesure d'insuline, et ils arrivent même, quand il restait encore un petit fonctionnement du pancréas, à régénérer. Il y a même des témoignages de personnes qui étaient Incroyable. diabétiques, qui ne sont plus diabétiques. Alors ça fait tomber un mythe de la science. Quand on a un diabète Ouais. insulinodépendant, c'est à vie. Alors, il faut peut-être nuancer, ça dépend à quel stade, mais enfin, ils étaient insulinodépendants, ils ne le sont plus. Ça, c'est
pas envisageable en France. Moi, j'ai des amis médecins, je leur ai demandé, mais si on travaille ensemble, il m'a dit non, je ne peux pas. Si je fais ça, je me fais radier de l'ordre des médecins, on n'a pas le droit. OK. Donc nous, par contre, ce qu'on peut prendre, c'est des diabètes de type 2. Par contre, là, il faut un peu d'expertise, il faut un peu de bouteille pour bien savoir ce qu'on fait. Quelqu'un qui démarrerait des accompagnements de jeunes, je n'aurais pas fait ça il y a 15 ans, hein, je vous le dis tout de suite. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, d'abord parce que j'en accompagne beaucoup en cabinet, je sais comment on fait. Ils ne sont pas insulinodépendants, c'est-à-dire qu'ils ont simplement des médicaments. Et les médicaments, bah, donc là, on voit que le médecin, c'est vraiment un vrai partenariat. Moi, en général, je discute avec le médecin. Si le médecin est ouvert, on en discute. Et c'est OK, on a eu plusieurs cas, ça se passe bien. Mais de toute façon, la glycémie abaisse naturellement puisqu'on n'amène plus de carburant. Donc, il n'y a pas de risque de faire de l'hyperglycémie en jeûne. Pas plus qu'il y a de risque de faire de l'hypoglycémie, parce qu'on utilise d'autres substrats. Ça, c'est aussi intéressant de savoir. Si on dose la glycémie, en général, les diabétiques ont leur appareil, hein, ils font Oui. leur appareil pour se piquer. La glycémie baisse, il n'y a pas d'hyperglycémie, il n'y a pas d'hypoglycémie, et ça, on le fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le diabète type 2, ou le syndrome métabolique qui est l'antichambre du diabète type 2, eh bien, il y a une insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline ne fait plus son job. Elle n'arrive plus à faire son job parce qu'il y a eu trop d'environnement de glucidique, et donc elle n'arrive plus à faire son job, comme s'il y a trop de bruit. On parle de bruit insulinique, il y a trop de bruit, bah, on n'entend plus la subtilité des instructions qu'il faut faire. Et à ce moment-là, avec le jeûne, on arrive à régénérer une partie du pancréas, à changer l'alimentation post-jeûne. Et là, on a des témoignages de personnes qui sont guéries de diabète type 2. Alors, on ne fait pas de jeûne thérapeutique pour guérir. On change, on améliore le terrain et c'est le patient qui se guérit tout seul. On arrive. Là, c'est la magie du corps humain. Voilà. Alors, oh, Mais le diabète type 2, oui. Mais je dirais, là, il faut le faire impérativement cadré. Par contre, pas de ouais, diabète bien type 2 sûr. à la maison, même avec le livre. Là, c'est Ouais, dans tout un à fait. centre et de vérifier l'expertise des personnes et pas du jeune Meshinger pour le coup. Alors, en tous les cas, c'est mon conseil. Ouais. Eh ben, écoute, ça correspond, ça commence à répondre à mes dernières questions. Je voudrais quand même qu'on passe pas à côté d'un sujet qui est très important. Quelles sont les vraies contre-indications absolues au jeûne? C'est-à-dire, dans quel cas est-ce qu'il ne faut absolument pas jeûner ou alors s'inquiéter si quelqu'un vous conseille de jeûner ou vous accepte en cure de jeûne? Ouais. Bah, déjà, toutes les maladies mentales. Alors, c'est un paradoxe, mais c'est le même problème que le diabète type 1, parce que c'est comme ça qu'Yuri Nikolaev, le pape du jeûne en ex-URSS, hein, je dis ex-URSS parce que c'était dans les années 60-70, pardon, où il a commencé à faire ses premiers travaux, à traiter des maladies mentales pour lesquelles il n'y avait pas de ressources avec les médicaments, et par rapport à sa propre histoire, où il a jeûné lui-même, il s'est rendu compte que ça changeait complètement sa vision de la vie, il s'est dit, mais si j'utilise ça pour mes patients, peut-être ça peut marcher, et ça a marché. Donc ça a été le pape du jeûne en ex-URSS, il a formé plein de personnes, donc ce qu'on appelle l'école russe, et donc il le pratique pour traiter des schizophrènes, pour traiter des maladies mentales, mais c'est comme le diabète 1, c'est dans le milieu médical, Ouais. c'est pas chez nous. Donc là, on ne peut pas prendre des schizophrènes, on ne peut pas prendre des personnes qui sont anorexiques non plus, anorexie mentale, parce que peut-être ça pourrait être traité, mais il faudra un encadrement médical et psychiatrique en même temps, donc on ne peut pas faire ça. On va Mais pas prendre... attends, tu parles d'anorexie mentale, mais en revanche, un IMC vraiment à la limite basse. Alors, moi, ça ne me gêne Un pas, IMC de 18-19. on prend. On prend, Ok. pour moi, c'est pas ma priorité, même du 17, on a pris. Hein. Ah C'est pas oui. ma priorité, alors, tout le monde ne le fait pas, mais moi, je me fais confiance parce que j'ai les connaissances et j'ai un entretien obligatoirement avec cette personne. On a le cas là. On a le cas pour une personne qui veut venir jeûner là pour le printemps prochain. Si on a fini notre saison, on démarre maintenant le printemps prochain. Et qui est exactement dans ce cas-là. Moi, j'ai dit, je suis pas contre. 1,65 m, 55 kilos. Donc l'IMC, on doit être à 17, 17,5. Hein. Je n'ai pas calculé, enfin, j'ai pas en tête, mais on est à ça. Ce qui m'importe, c'est la vitalité. Dans ce cas-là, c'est la Ouais, c'est vitalité. ça. On peut avoir un IMC bas et avoir une bonne vitalité, et on peut avoir un IMC dans les clous entre 18 et 25, ou entre 20 et 25, et avoir une mauvaise vitalité. Donc pour moi, la priorité prime sur l'IMC. Après, voilà, on ne va pas prendre ce qu'on appelle la cachessie, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maigreur extrême, une faiblesse extrême. On est d'accord. Pas plus qu'on va prendre une femme enceinte ou un enfant qui n'a pas fini sa croissance. De toute façon, déontologiquement, on ne prend pas de personnes qui ne sont pas majeures, mais ça nous arrivait de prendre des personnes à 20 ans, 21 ans, nos plus jeunes clients, 20 ans, 21 ans, et plus âgés, 80 ans.
qui avait un monsieur qui avait jamais jeûné de sa vie, qui a fait son premier jeûne à 80 ans. À l'issue du jeûne, il était veuf, ce monsieur, donc ça l'a aidé aussi par rapport à son veuvage, parce qu'on travaille sur le plan psychique, comme on le disait tout à l'heure. Qui a retrouvé de la vitalité, il nous a fait un témoignage super, il nous a dit bah, maintenant je reviens dans les clubs de danse, grâce à vous, grâce aux jeunes, j'ai retrouvé une vitalité qui me permet d'aller redanser dans des clubs de danse. Donc c'est pas l'âge le plus important, c'est pas l'IMC, c'est la vitalité. Ça, c'est C'est la vraiment pour vitalité. moi la priorité. L'avantage qu'on a en naturopathie, c'est qu'on fait un bilan naturopathique et un bilan vital. Et donc, on a des paramètres objectivables qui nous permettent de savoir si c'est bon ou pas. Et quand on est en limite, on suit ça. Il y a un cas, une exception, un monsieur qui a un IMC bas, une vitalité correcte, mais il perd trop de poids pendant le jeûne. On ne pèse pas les personnes, mais lui, on le voit physiquement, il perd trop de poids. Donc là, il vient parce qu'il vient en couple avec son épouse. Elle a fait les 7 jours, elle a des réserves et vitales et énergétiques, donc pas de problème. Et lui, on lui fait jeûne plus court, on lui fait 4 jours et il Ouais, fait une reprise un petit peu plus tôt. Donc on a cette possibilité de moduler. Mais le sous-poids, enfin le sous-poids au sens classique, c'est pas forcément un frein. Et les personnes, souvent les psychologiques me disent, mais je suis en sous-poids, je ne veux pas perdre trop de poids, mais je dis tu perds du poids obligatoirement. Je ne veux pas dire le contraire, puisque tu vis sur tes réserves. Mais par contre, ça peut débloquer, on parlait de chélation tout à l'heure, hein, de mécanismes de blocage à l'accès à des minéraux, à l'accès à des fonctions aussi. Eh bien, on a observé qu'à l'issue du jeûne, les personnes reprenaient plus facilement du poids. Donc oui, c'était juste l'inverse. On perd un peu de poids pendant le jeûne et on reprend. Donc ça, c'est intéressant. Le jeûne, c'est pas fait pour maigrir, c'est pas fait pour grossir, c'est fait pour réguler un terrain, pour réparer et réguler un terrain. Bah, réguler un terrain, quand je suis en sous-poids, eh bien, du coup, j'absorbe mieux, j'ai mes fonctions d'assimilation qui sont mieux régulées, et comme le jeûne agit énormément aussi sur la régulation hormonale, on le sait, ça bien sûr c'est documenté, eh bien la thyroïde qui était peut-être un petit peu trop activée va pouvoir être réutilisée. Donc on va éviter aussi, et c'est le bon sens, des organes qui sont utilisés de façon intense pendant le jeûne pour l'élimination. Si une personne a une maladie importante qu'on appelle une insuffisance hépatique sévère, on ne va pas la prendre à ce moment-là. Comme bien une sûr. personne qui a une insuffisance rénale sévère, on ne va pas la prendre. Par contre, on a eu des jeûneurs qui avaient un seul rein. Ce n'est pas un problème, il fait son job. Donc, c'est vraiment qu'on est sur des insuffisances sévères, maladies mentales et les dépendants des drogues. Alors, ça nous est arrivé une fois de le faire, mais parce qu'on ne le savait pas, parce que la personne avait marqué sa copie. Donc depuis, on a un questionnaire un peu plus fouillé, on est un peu plus prudent. La personne était alcoolodépendante, il a fait pas une décompensation, mais enfin, ça s'est pas très bien passé au niveau de son jeûne. Donc ça, c'est des détoxications médicales. C'est Ouais, tout comme à ça fait. que Nikolaev a traité l'alcoolisme du Premier ministre à son époque, et ce qui a donné les lettres de noblesse au jeûne. Pour le remercier, il a accepté que le jeûne soit diffusé dans les hôpitaux, parce qu'il a soigné l'alcoolisme de son fils, mais sur un jeûne long et surveillé médicalement. Donc, Ouais, mais c'est dépendance aux ça. drogues dures, dépendance à l'alcool, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Hmm. Ouais, Donc, bah, quand on et, regarde, il y a quand même assez peu hein, eh ben, de tu me le contre-indications retires. absolues, hein, c'est bon pour tout le monde, donc allez-y, hein. Alors, Non, c'est exactement ce que disait Longo en conférence. Il disait en fait, il y a beaucoup plus d'indications aux jeunes que de mais contre-indications. oui, c'est exactement ça. Alors, sur les problèmes de thyroïde, c'est ça, il n'y a pas de problème. Alors, Hyperthyroïdie, hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, si elle n'est pas régulée, si elle n'est pas régulée, si la personne elle brûle beaucoup mais qu'elle est régulée, donc là, ben, il y a ouais, des médicaments, où il y a un traitement, où il y a une régulation, elle est régulée, ça va. Mais c'est dans les contre-indications, c'est hyperthyroïdie non hyperthyroïdie non régulée. traitée, non régulée. Honnêtement, Ouais. des hypothyroïdies, on en voit tous les jours, des Ça, il n'y a varices. pas de problème. Hmm. Hyperthyroïdie, si j'en ai une en ce moment. C'est un peu plus compliqué à traiter en naturo. Enfin, traiter, on ne traite pas la maladie, mais on accompagne, même en accompagnement, hein, ça peut plus. Mais voilà, mais en jeune, on n'a jamais eu de personnes qui avaient des problèmes d'hyperthyroïdie, et donc on n'a jamais refusé par rapport à ça. Et Ouais, c'est ça, voilà, faut nous, suivre. les prudences qu'on a, c'est quand la personne a des maladies, ça ne me gêne pas qu'elle ait des maladies importantes. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait récupéré suffisamment pour que le jeûne soit utile. Parce que si c'est pour faire un jeûne alité, c'est pas notre vision. Parce qu'on a parlé de jeûne holistique, on met du mouvement aussi. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas du jeûne et randonnée. Quand je dis randonnée, c'est le logo qui existe, mais on randonne tous les jours. Mais on ne va pas randonner à l'épuisement. On veut Oui. garder une partie de la vitalité pour la détox, pour la régénération, mais par contre, on ne va pas faire du jeûne statique, on va bouger tous les jours. Ah ouais, excellent. Alors, pour terminer ou presque, est-ce que, voilà, quelqu'un veut jeûner, parmi tous ceux qui nous écoutent, là, il y a énormément de questions, donc je pense qu'il y en a plein qui se posent des questions, il y en a qui disent d'ailleurs, j'aimerais essayer, j'aimerais y aller. Comment est-ce qu'on choisit un centre de jeûne sérieux? Comment on s'assure que l'encadrement est sérieux? Comment est-ce qu'on y va vraiment les yeux fermés? Et à quel moment, au contraire, est-ce qu'il faut vraiment fuir l'offre d'encadrement ou l'offre de cure?
Ah, c'est une très bonne question parce que tu as raison de la poser et que les gens se la posent. Moi, quand j'ai fait mon jeûne premier jeûne en 1992-93, il y avait 3 centres en France. Aujourd'hui, je n'ai pas compté, mais Oh, je crois que plus de 300. des dizaines. Aujourd'hui, ça marchait porteur. Alors, je dis jamais hier à l'industrie du jeûne. Non, on n'est pas à l'industrie du jeûne, mais voilà, il y a une vraie demande. Et Ouais, j'en suis ravi, c'est pour ça que j'écris des livres, des articles, et que je participe aussi à la formation continue des naturopathes dans ce sens-là qui veulent faire ce qu'on fait, hein, pour leur donner un niveau de compétence suffisant pour pouvoir être accompagnant, hein, parce qu'un cursus en naturo, ça donne une vision du jeune, mais ce n'est pas suffisant pour accompagner. Il y a des clés supplémentaires, tu en parleras probablement après, cette formation qu'on propose, hein, pour les accompagnants. Mais derrière, je pense que c'est la même chose quand on choisit un bon ostéopathe ou un bon naturopathe sur réputation. Voilà. Donc, si vous voulez vous assurer, c'est connaître quelqu'un qui a déjà. En tous les cas, nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je ne fais pas de pub, je n'ai jamais payé, je n'ai jamais mis un euro dans les réseaux sociaux, etc. Peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse, mais bon, on n'a pas eu le faire parce que c'est la réputation. Donc les gens reviennent chez nous et en fait, c'est le bouche à oreille. Donc nous, notre premier levier, c'est le bouche à oreille. Alors maintenant, il y a des choses nouvelles. Ça m'est arrivé, là, je suis très fier et je vais vous le dire, ça m'est arrivé cette année, en octobre, un médecin qui a lu mon livre et qui a dit à son patient, sa patiente, je pense que vous devriez faire un jeûne et aller avec ce monsieur-là. Il a l'air sérieux. Donc voilà, donc c'est ça, c'est la réputation. En fait, c'est la réputation. Voilà, on n'est pas les seuls à faire du jeûne sérieux, hein. C'est pour ça qu'on intervient aussi pour pouvoir former des naturopathes et s'étendre, étendre nos compétences à d'autres personnes. Mais je dirais, il n'y a qu'un critère, c'est la réputation. Alors, aujourd'hui, ouais. il y a jeûne et randonnée, jeûne et bien-être, jeûne pas cher. Ok, le Jeune pas problème, cher. c'est que non, mais comme je disais tout à l'heure, sans mauvais jeu de mots, il y a à boire, à manger. Il y a des gens très sérieux dont jeûne et randonnée. Sur nous, on a des personnes qui ont jeûné chez nous, qui sont allées ailleurs, et c'est très bien, et qui reviennent chez nous. On a les échos. Donc, dans certains cas, ça se passe très bien, dans d'autres cas, moins Oui. bien. Bon, s'ils reviennent chez nous, c'est qu'ils ont trouvé aussi qu'on a porté une vision peut-être plus holistique, plus globale. On intègre aussi la dimension spirituelle, on intègre aussi la dimension énergétique, comme on le fait au Sénato. Moi, je suis resté sur la même ligne éditoriale. Tu parlais de la fidélité au Sénato, la fidélité à l'enseignement que j'ai reçu avec Daniel et son équipe de l'époque, et que tu perpétues très bien. Eh bien, je suis resté aussi dans cette fidélité-là. Donc, c'est notre marque de fabrique, que ce soit au Sénato ou nous dans nos jeunes hydriques holistiques. Donc, je pense que le meilleur critère, c'est le bouche à oreille. Alors, bien sûr, on peut aller voir les avis, mais vous le savez comme moi, j'ai découvert ça, qu'il y a des faux avis. Ouais, On achète des avis. Alors ça, absolument. pour nous, j'imagine, j'espère que ça ne se fait pas dans le jeûne, ça se fait pour les restaurants, ça se fait pour les hôtels et tout, c'est dramatique. Les avis, c'est bien, ça débroussaille un peu le terrain. Essayez de prendre contact avec des personnes qui ont déjà jeûné. Voilà, et en général, c'est bouche à oreille. Nous, quand on a un bon ami, on a envie de lui faire plaisir. Et si on a fait une belle expérience, on l'amène. C'est ce qui se passe chez nous. Les gens viennent et reviennent. Voilà, les élèves du Sénato, bien sûr, qui nous ont connus. La lecture, et puis derrière, la réputation. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est valable dans de nombreux secteurs, hein. Pour les formations en naturopathie, c'est la même chose. C'est Attention au pareil. marketing et à la communication parce que ceux qui ont beaucoup de temps et beaucoup de budget pour ces pôles-là en ont peut-être moins pour la pédagogie et l'opérationnel. Donc, Et oui. je pense que ton message est très clair et très bien passé. Et est-ce que tu peux nous rappeler, Alain, le titre de tes deux livres et Oui. où est-ce qu'on peut les trouver? Alors le premier partout, hein, le jeûne, la voie royale pour la santé du corps et de l'esprit. Donc, Extraordinaire, celui-là, vraiment, je ne peux que vous le recommander, il est extraordinaire. Le jeûne, la voie royale pour j'arrive la pas à santé le du mettre. corps et Ah, de c'est bon, je l'ai l'esprit. là. Ouais, c'est le Faut que j'enlève fruitage mon du écran fond. quand j'ai enlevé. Voilà, là, c'est bon, on te voit. Voilà. Alors ça, c'est aux éditions d'Angle, et ça, on peut le trouver partout? Ça, donc, celui-là, on le trouve partout, à la Fnac, je vais pas la faire la pub des grands marchands en ligne, mais si vous avez un libraire, demandez à Mais on votre peut le libraire, trouver. prenez votre libraire. S'il n'a pas, il peut le commander. Donc celui-là, Ouais, bon, voilà, le Dangle diffuse bien, il y a eu une bonne communication qui a été faite. il est extraordinaire. Vraiment, c'est un livre de référence. Et C'est la l'autre? base. C'est la base. Et l'autre, malheureusement, il n'y a plus que c'est nous. Donc, il faut aller sur notre site internet, vous tapez mon nom, Alain Huot, et le nom de notre site, HYGA, IGA, et vous tomberez dessus. Il est en vente en ligne. Très bien, donc vous allez sur le site de Alain Huot, IGA, donc c'est iga-alainhuot.fr, hein, je crois, ton Et site. le site, c'est ça, oui. Ouais, donc je vais vous le mettre. www.igra, Alain Huot, je vais y arriver. Je te laisse le mettre. AlainHuot.fr, non mais je le mets dans le chat. Je Alainhuot-iga.fr. connais ton site. Je suis dans le Voilà. jeu, là, je suis même plus dans mes. Ouais.
Tu l'as mis dans le... Ouais, voilà. Et ben écoute, C'est parfait. Alain, vraiment merci beaucoup. Alors Alain qui est quand même un grand expert parce que là il nous parle du jeûne ce soir. Vous avez compris qu'il a quand même rédigé et publié un ouvrage de référence. Tu formes les naturopathes au Sénato sur le jeûne. Et les monodiètes, bon, ça c'est un sujet un peu connexe, mais en tout cas à la physiologie du jeûne. Et puis en formation continue pour les naturopathes qui sont diplômés, tu proposes cette formation pour apprendre à accompagner des cures de jeûne hydrique holistique. Donc tu transmets aussi tes compétences. Et donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci à tous d'avoir participé ce soir. Alain, vraiment, merci pour ce partage. On Grand aurait plaisir. voulu rester encore une heure avec toi ou deux parce qu'il y avait encore beaucoup de choses On à fera une voir. saison 3, pas de souci. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te réinvitera. J'espère que tu accepteras mon invitation pour aller plus loin sur le sujet du jeûne, qui est quand même un sujet passionnant. Je vous invite à aller voir le site internet de Alain. Et si vous avez envie de jeûner, j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient tentés dans le chat. Eh ben, allez chez Alain. Vous serez bien accueillis avec son épouse Sylvie, qui est adorable, et vous aurez un accompagnement extraordinaire. Merci à tous. Merci Alain. Ben, merci Aude pour l'invitation. C'était toujours un plaisir de partager une passion commune parce que je sais que tu es une amatrice de jeunes et tu as expérimenté aussi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à ceux qui nous réécouteront en replay. Et on reste par l'intermédiaire de notre site où il y a notre contact en contact si vous le souhaitez, si vous avez des questions complémentaires, avec grand plaisir. Ou pour Et vous pour accueillir, pourquoi ceux, pas, eh dans ben votre voilà. session. Ce sera Et l'occasion de se voir en chair et en os et de partager. Ce que je veux juste terminer par rapport à ce qu'on propose aussi, c'est aussi le jeûne, on propose ces jeûnes et formations, des ateliers. C'est-à-dire qu'on utilise le jeûne comme outil pour faire du transfert de compétences grand public. Quand on a des naturaux, on monte un petit peu la barre. Mais la vision qu'on a du jeûne, c'est de dire jeûner une semaine dans sa vie, c'est bien. Mais si ça ne sert pas à comprendre, ce que moi j'ai été chercher au Sénato, hein, ça ne sert pas à comprendre qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne et comment on peut changer son hygiène, pas de façon dogmatique, pas parce que c'est la dernière mode de telle ou telle personne, tel nutritionniste qui veut laisser son nom dans la mémoire littéraire, c'est sur la base du fonctionnement du corps. Donc on fait du transfert de compétences sur l'hygiène alimentaire au quotidien, sur la reprise alimentaire, sur les techniques de respiration, sur les bains froids. Donc non seulement vous allez vous faire du bien, ralentir les vieillissements, potentialiser votre vitalité, mais c'est surtout avoir des clés pratico-pratiques pour l'après-jeûne, pour votre quotidien, entre deux jeûnes. Merci en tous les cas pour votre écoute et merci à Aude pour cette invitation. J'ai été ravi d'être à tes côtés ce soir. merci beaucoup Alain. Et sur le dernier écran du replay, pour ceux qui nous écoutent en replay, vous pouvez retrouver le lien vers le site de Alain Huot. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour le prochain épisode des experts. Merci.